Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui on va parler de créativité. Tom, super original. Merci. De quotient intellectuel. Quand il est associé à un test d'intelligence, que signifie le sigle QI? Cuit. Hein? Et de films de kung-fu. Générique. Imaginez une vidéo où on ne parlerait que de douance et de quotient intellectuel. Et imaginez que pour réaliser cette formidable capsule, j'aurais fait appel à une confrère psychologue avec laquelle j'ai eu déjà la joie de collaborer auparavant, et d'ailleurs vous l'avez énormément apprécié puisque vous m'avez littéralement inondé de petits mots, histoire de me dire quand est-ce que tu refais quelque chose avec elle. Imaginez cette capsule. Vous ne rêvez pas. Cette capsule existe. C'est Laure. Il y a vraiment des jours où je me fatigue avec mes intros et mes vannes pourries. Salut Laure! Salut Bhaskar, c'est Laure Weiss de la chaîne Neurovision. Alors c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec toi ici pour parler des hauts potentiels, de ce qu'ils sont, mais également de ce qu'ils ne sont pas. Alors qui sont ces zèbres, ces phylocognitifs, ces hypersensibles, surdoués, hyper empathiques, je sais pas quoi? Il y a de plus en plus de termes un petit peu fourre-tout et pas toujours bien définis avec rigueur qui fleurissent de plus en plus, puisque de plus en plus de psychologues justement nous écrivent des livres sur ces sujets avec des niveaux de rigueur intellectuelle extrêmement variables. Alors une question se pose, la douance peut-elle être considérée comme une forme de handicap, à l'instar de ces gens à qui il manque un bras ou une jambe et qui doivent pourtant évoluer dans une société qui n'a pas été pensée pour eux? Et attention à l'équilibre. Attention à l'équilibre. Oui, chef. L'équilibre, ok? Dans quelle mesure est-ce que la surdouance perturbe justement l'accès à une certaine plénitude intérieure, freine l'accès au bonheur? Est-ce que justement les surdoués seraient plus dépressifs, plus mal en point psychologiquement? C'est en tout cas un cliché qui revient extrêmement souvent. Une des raisons pour lesquelles on pense généralement que les surdoués sont plus malheureux que les autres pourrait venir de ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage. En effet, les surdoués malheureux ont plus tendance à aller consulter un psy que des surdoués heureux. Ça, c'est assez logique. Cependant, mettez-vous à la place du psy qui passe ses journées à voir des surdoués en dépression. C'est assez naturel de penser qu'il y a un lien de cause à effet à ce moment. C'est pour ça que pour ce genre d'études, il faut non pas prendre des populations uniquement cliniques, uniquement des gens qui consultent, mais prendre des populations qu'on appelle courantes, c'est-à-dire un échantillon plus grand et qui vient d'une population générale, c'est-à-dire des surdoués comme vous et moi qui se baladent dans la vie de tous les jours. Et oui, pour savoir si les surdoués sont ontologiquement plus dysfonctionnels que les autres ou plus malheureux que les autres, il faudrait les observer dans leur milieu naturel, c'est-à-dire un milieu qui serait composé quasi essentiellement justement de surdoués, histoire de voir justement si en proportion, eh bien ils sont plus malheureux ou si on a effectivement ce biais d'échantillonnage. On pourrait essayer de les observer dans des associations de type Mensa et autres associations comme ça qui réunissent des surdoués, mais on aurait alors là un autre biais de sélection qui est qu'on observerait que les surdoués qui s'intéressent à ce genre d'association. C'est simple, tout ce qu'on a à faire, c'est un test QI à toute la ville. Les scores les plus élevés vont dans le médecin. Il faut comprendre que le QI sert à représenter l'ensemble de la population pour en établir une norme. Et là, à ce moment-là, on verra qui sort de cette fameuse norme. Cette norme dont je vous parle, en réalité, c'est 95% de la population. On les surnomme surdoués ou précoces. On les repère officiellement grâce à un test de QI et un bilan psychologique. Ici, vous avez un QI de 100. Ça, c'est le QI normal. Voilà, exactement, entre 85 et 115. Donc, on a 68% de la population qui se situe ici. Pour les hauts potentiels, ils vont se situer à partir de 130 et on va retrouver 2,5% de la population. Puis à l'inverse, vous avez le retard mental avec des déficiences intellectuelles. Donc, 2,5% de la population avec un retard mental. 2,5% de la population, c'est peu. Et à ce moment-là, le test perd en fiabilité. Passé 130, on est moins précis dans le chiffre qu'on a. Du coup, ça ne sert à rien de faire des concours de QI avec vos amis. Que vous ayez 140 ou 150 points de QI, ça ne change plus grand-chose. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il y a une différence bien plus importante entre 110 et 120 points de QI qu'entre 150 et 160. Many people profess to think you are the most intelligent human being in the world. Do you agree? And if it's not you, then who is it? I would never claim this.
People who boast about their IQ are losers. C'est Todd Lubar, psychologue à l'université de Paris-Descartes, qui nous apprend que le seuil de la créativité humaine se situerait environ aux alentours de 120 points de QI. Avant 120 points de QI, les individus vont se contenter de remettre en scène ce qu'ils ont déjà vu, un petit peu à l'instar des enfants qui jouent précisément dans la cour d'école à ce qu'ils ont vu le soir même à la télévision, mais qui ne modifient pas fondamentalement ce qui est rentré dans leur cerveau pour essayer de l'améliorer ou de le faire évoluer. Un peu à la manière de ces humoristes, vous savez, qui pastichent comme ça d'autres émissions de télévision qu'ils ont déjà vues. Merci de m'avoir sauvé. Comment vous remercier? Eh ben, suce-nous. C'est certes très sympathique. Non mais vraiment. Mais ça n'est pas créatif au-delà d'un certain point. La créativité continue ainsi d'augmenter jusqu'à un seuil d'environ 140 points. Au-delà de 140 points, entre un individu qui a 142 et un individu qui a 155, eh bien les différences sont totalement négligeables. Jock et collaborateurs, en 2013, ont décrit des plafonds de créativité selon le QI. Ils ont découvert un à 80, un à 100 et un à 120. Mais pour l'instant, nous ne parlons que des surdoués et nous omettons de parler de ce qu'on appelle les THQI, les très hauts QI, les quotients intellectuels de 140 ou 145 et plus. Alors certes, c'est une portion relativement congrue de la population, mais si l'on se rappelle de ce que nous avions déjà évoqué dans la vidéo sur les nexus, à savoir la règle des 30 points de QI, qui spécifie que lorsqu'il y a une différence de plus de 30 points de quotient intellectuel, eh bien cela empêche littéralement l'établissement d'une intimité de cœur à cœur. Les deux systèmes sont trop différents. Les certitudes de l'un sont les questions ou les allants de soi de l'autre, c'est-à-dire que pour l'un c'est évident, pour l'autre c'est pas du tout évident, et du coup ça va empêcher une communication sincère. Les deux individus vont se regarder comme deux animaux un petit peu suspicieux comme ça, voyant bien que l'autre n'appartient pas tout à fait à la même espèce que lui. Et cela entraîne chez la population de THQI, en général en tout cas, un immense sentiment de solitude amicale bien sûr, et a fortiori pour trouver un partenaire pour fonder un foyer, faire des enfants, etc. Là, cela relève littéralement du sacerdoce. Et ben oui, 145 de QI, donc si on applique la règle des 30 points, et ben ça signifie qu'on a simplement une incapacité à connecter avec des gens de moins de 115 de QI. C'est pas tant que ça, c'est à peu près 15-16% de la population qui ont plus de 115 de QI. Bon, on pourrait nuancer, mais 115 de QI, c'est en moyenne, dans la plupart des secteurs, le chiffre qui est demandé pour pouvoir faire décemment des études universitaires. Ça vous donne une idée justement de la sélection. Dans certains groupes sociaux ou dans certains pays où justement le quotient intellectuel moyen s'approcherait davantage des 85-86, et ben des gens au-dessus de 115, ça n'est plus que 2% de la population. C'est vous dire si les surdoués dans certains environnements étouffent littéralement. Or, au Congo, nous pouvons avoir pas plus de gens qui pouvaient être au-delà de 90. C'est là notre crise. Alors, pour avoir cet attrait d'être surdoué, distingué, tout ça, par rapport aux gens qui sont subalternisés, mais l'enfant doit avoir l'esprit de l'imagination créatrice parce qu'il est cet enfant dans cet environnement. L'environnement, c'est une manie de la résultance de ce qu'on peut trouver sur le terrain. Et puis nous allons retaper les Congolais par des gens capables. Selon les échelles de Wechsler, ce sont celles qu'on utilise le plus souvent en Europe, le maximum c'est 160 points de QI. Si quelqu'un vous raconte qu'il a 200 points, il est probablement en train de vous mentir. Tu mens, il ment. Peut-être d'ailleurs que vous avez entendu parler de William James Sillis, qui aurait eu 360 points de QI, ce qui est plus haut que le maximum dans à peu près toutes les échelles utilisées aujourd'hui. Le QI, c'est un ensemble de questions, d'exercices et de réponses. Si vous répondez tout juste dans le temps minimum, en Europe, ça vous donnera 160. Donc, on ne peut pas faire mieux que tout juste dans les temps minimums. À 18 mois, il pouvait lire le New York Times sans problème et à 8 ans, il parlait pas moins de 8 langues différentes. Quel petit génie. Entré à Harvard à l'âge de 9 ans, il soutenait sa thèse à 12 ans sur la 4e dimension. William est alors devenu le centre de l'attention. Constamment épié par la presse, il est tombé en dépression. Depuis son plus jeune âge, il devait supporter des séances d'hypnose régulières, imposées par son père pour développer son potentiel. Scruté dans ses moindres faits et gestes. Ses jeunes exploits étaient documentés par ses parents, dans des articles scientifiques.
Il n'est pas étonnant que le petit William se retrouve ainsi coincé dans un énorme vide de soi. Il faut dire qu'exposer ainsi un enfant dès sa plus tendre enfance à une espèce d'hypnose comme ça délétère, et ben c'est exactement ce que je vous explique depuis le début de la chaîne. Diplômé de Harvard à 16 ans, William se sentait vide. Il avait beau être brillant, il avait du mal à communiquer et a connu une fin triste et prématurée. Par contre, même s'il était probablement très intelligent, c'est aussi possible que ses parents aient légèrement exagéré ses capacités. Ouais, pour tous les parents, leur enfant est exceptionnel. Tout ceci nous ramène aux pseudo-évaluations du quotient intellectuel de grandes figures historiques telles que Napoléon, Mozart ou Leonardo da Vinci, dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo qui traitait de la phrénologie. Si j'avais en main le crâne d'un Isaac Newton ou d'un Galilée, ces 3 bosses se trouveraient dans la région du crâne communément associée à la créativité. Accrochez-vous les petits loups, c'est l'heure de faire de la science. Alors, le QI, comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben oui, Laure, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on conçoit un test de QI? Pour créer un test de QI, vous allez d'abord prendre un échantillon représentatif de votre population. Par exemple, 2000 personnes françaises pour tester un QI français. Ces 2000 personnes devront venir de toute la France et pas uniquement des universitaires de Paris, sinon vous allez avoir un gros biais d'échantillon. On y revient. Le QI est composé de différents sous-types d'intelligence. Le QI verbal, le raisonnement visio-spatial, le raisonnement fluide, la vitesse de traitement et la mémoire de travail. Chacune ont différentes épreuves. Vos 2000 personnes vont passer chacune des épreuves et elles vont avoir un score. On va faire un truc un petit peu artificiel, ce qui s'appelle standardiser des données. On va prendre la moyenne et on va dire que c'est 100. Ensuite, on va prendre 2 écarts-types plus haut et ce sera 130, 2 écarts-types plus bas et ce sera 70. On va en quelque sorte arranger un peu nos données pour que ça donne cette belle cloche. C'est pour ça que c'est un petit peu salaud de comparer 2 populations à partir de leur QI, parce que comme vous l'avez vu, le QI est constitué à partir des populations, à partir de nos échantillons. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment comparer le QI des Français et le QI des Suisses, parce que ce serait un peu comme comparer des pommes et des poires, 2 tests construits qui finalement n'ont rien à voir entre eux. Même si bon, hein, on sait que les Suisses sont des gens exceptionnels. Hva IQ? Det veldig, altså IQ jo et målesett som gjerne tilpasset en type kultur også, da. Du tror ikke IQ måler en objektiv størrelse kalt intelligens på noen måte? Nei, ikke hvis ikke IQ-testene har endret seg dramatisk siden de IQ-testene jeg har sett. Fordi det er klart at altså, de favoriserer en type intellektuell tilnærming til verden og virkeligheten og en bestemt form for abstraksjon som veldig sterkt. Cet argument qui consisterait à dire que non, justement, lorsque l'on examine comme ça d'autres peuplades, eh bien, nos tests qui ont été faits et pensés pour des occidentaux ne leur sont pas adaptés et que donc par conséquent, les mesures et les conclusions qu'on en tirerait ne seraient pas valables puisqu'on les juge eux à l'aune de notre culture à nous, c'est l'argument du biais culturel. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Alors l'argument du biais culturel, moi je veux bien, mais pour qu'il y ait un biais, ça demande déjà qu'il y ait une orthodoxie. Or, nous n'avons à ce jour pas de meilleure mesure de l'intelligence que le quotient intellectuel. Alors est-ce que cela veut dire qu'il faudrait tout simplement renoncer au nom de la relativité culturelle à l'objectivation de la notion d'intelligence? Est-ce qu'à force de pousser notre raisonnement en avant, on n'en arrive pas logiquement à une forme de transrationalité en mode école française? Est-ce qu'il ne s'agirait pas là, quelque part, d'un aveu pur et simple d'impuissance de la part de la psychométrie? Il me semble que ce serait un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un modèle certes imparfait, mais un modèle qui est quand même relativement robuste et qui nous permet tout de même de pouvoir affirmer et prédire un grand nombre d'éléments. Ne vous angoissez pas, surtout. Ces tests n'ont aucune incidence sur vos résultats scolaires. Ils ne font qu'évaluer votre futur statut social et votre réussite matérielle, s'il y en a une. À mon avis, il s'agit là d'une forme subtile de sacrifice de la modernité. Le quotient intellectuel est un
bon outil, un des meilleurs outils en tout cas dont nous disposons. Il dispose d'une forte valeur prédictive, mais c'est évident que cela demande de comprendre ses limites, de comprendre comment il a été conçu, et de ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas et qu'il n'a d'ailleurs jamais eu vocation à dire, comme le disait d'ailleurs son fondateur. Mandaté en 1904 par l'Éducation nationale française afin de dépister les élèves en difficulté, Alfred Binet s'était toujours énormément inquiété de la récupération idéologique du QI. Il craignait que le QI ne soit utilisé par des instituteurs faisant preuve d'un zèle exagéré pour justifier le fait de se débarrasser d'élèves en difficulté. Notre but est, lorsqu'un enfant sera mis en notre présence, de faire la mesure de ses capacités intellectuelles, afin de savoir s'il est normal ou si c'est un arriéré. Nous n'avons à nous préoccuper ni de son passé, ni de son avenir. Par conséquent, nous négligerons son étiologie et notamment, nous ne ferons pas de distinction entre l'idiotie acquise et l'idiotie congénitale. En ce qui concerne l'avenir, même abstention, nous ne cherchons point à établir ou à préparer un pronostic et nous laissons sans réponse la question de savoir si son arriération est curable ou non, améliorable ou non. Nous nous bornons à recueillir la vérité sur son état présent. Si on voulait vraiment comparer les populations sur leur QI, il faudrait faire une sorte de test de QI à l'ensemble de la planète, à l'échelle mondiale. Mais bon, après, qui va le faire ? L'American Psychological Association? Ceux qui ont fait le DSM? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Ándale, mira dónde llega el agua! Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Et oui, et on en arrive encore au paradoxe gödélien de l'auto-référencement, de l'auto-engendrement et de quelque part l'hubris du rationnel plafonné et cette espèce d'illusion comme ça de pouvoir cartographier le monde comme si on était un observateur extérieur qui n'en faisait pas partie. Et justement, le rationnel plafonné a énormément de mal à réaliser et à intégrer dans sa méthodologie, je parle pas conceptuellement, mais dans sa méthodologie expérimentale, le fait qu'il fait partie du réel qu'il observe. Ils ont dit on va faire une enquête. Quoi? Vous allez faire une enquête sur vous-même? Ça marche pas, ça. Si tu te fais taper par la police, tu fais arrêtez de me taper, vous avez pas le droit, je veux une enquête. Bah, c'est pas nous. Alors dans mon expérience, j'ai croisé relativement peu de surdoués comme ça qui remettaient réellement en question le quotient intellectuel. Alors à mon avis, il y a plusieurs explications à ça. L'une d'entre elles pourrait être qu'énormément de gens se ruent sur les tests de quotient intellectuel pour remplir leur vide d'eux-mêmes. Hein. C'est est-ce que j'en suis un ou pas, ça donnerait un sens à toute mon existence, à tous mes malheurs, etc. Et énormément de psychologues jouent là-dessus. C'est extrêmement à la mode en ce moment. Donc remettre en cause le quotient intellectuel, ce serait remettre en cause son doudou épistémique qui se permet de se fuir soi-même, évidemment. Une autre explication à ça, c'est que fatalement, dans les différents réseaux surdoués, rencontres surdouées, associations de surdoués, il y a forcément des gens qui accordent un minimum de crédit à cette notion. En général, sinon, s'ils pensent que c'est absolument n'importe quoi, en général, ils ne viennent même pas. Et cette explication a l'avantage d'une certaine forme d'élégance épistémique. Je dis que c'est extrêmement intéressant et étonnant parce qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent comme ça une corrélation très très forte entre justement les hauts QI et l'esprit critique. Vous avez comme ça Nicolas Gauvry, qui est un des chercheurs absolument incontournables sur le domaine de la douance en français, qui nous apprend justement que le fait d'avoir un QI extrêmement élevé rend plus résistant aux différents biais cognitifs. Et on comprend donc pourquoi est-ce que le quotient intellectuel moyen justement des followers d'Hypnomachie est relativement élevé, en tout cas par rapport à ceux que je vois IRL et que je rencontre IRL. Vous avez également d'autres travaux qui montrent que les surdoués ont moins tendance à adhérer à des croyances irrationnelles, farfelues ou pré-rationnelles. En 2009, c'est Joyce Van Tassel-Baska de l'université William & Mary aux USA qui confirme justement ces quelques chiffres sur des échantillons d'enfants entre 9 et 12 ans. Et en 2018, nouvelle confirmation par Andrea Busduga sur un échantillon de 700 collégiens et étudiants. Il semblerait donc que la douance fournisse une espèce de bon terreau pour le travail d'hypnomachie tel que je vous le propose. À mon avis, cet esprit critique par rapport au biais cognitif va permettre plus facilement de remettre en cause les dogmes, les normes et de s'autoriser à penser au-delà de ce qu'on nous a appris tout simplement depuis notre plus tendre enfance pour se permettre de créer un monde qui n'existe simplement pas encore.
Une explication de pourquoi les personnes avec un haut QI ne sont pas plus critiques envers la validité du QI se trouverait dans la désirabilité sociale. Le fait de briller en société, si vous voulez. Avoir un haut QI, ça claque, c'est cool et ça nous valorise socialement. Du coup, quand on a quelque chose qui nous met autant en valeur, c'est vrai que c'est difficile de remettre en question et se dire que peut-être que ça n'explique pas tout. Mes amis, comme toute personne intelligente, je suis sûr que vous en conviendrez, le QI ne veut rien dire. A l'inverse, les personnes avec un bas QI ont plus souvent tendance à remettre en question la validité et se dire que le QI, ce n'est pas l'intelligence. J'ai fait des tests de QI, je suis évidemment assurdoué. J'aurais un QI de 143. Le QI est bien supérieur au tien. Mais c'est obsessionnel chez vous. Le gars m'avait dit que mon cerveau avait Je suis très intelligent. À mon avis, il serait intéressant et pertinent de se poser la question de la limite de cette désirabilité sociale supposée des hauts QI. Puisque Michael Ferguson nous apprend dans ses travaux que dans le monde de l'entreprise, les personnes ayant un quotient intellectuel supérieur à 140 ont la fâcheuse tendance à être littéralement évincées et non désirées. Ça n'est pas vraiment étonnant lorsqu'on comprend la règle des 30 points, puisque 142 QI, ça veut dire une incapacité totale à pouvoir collaborer avec des gens qui ont plus de 110 points de QI. Donc dans l'immense majorité des cas, ces gens-là sont bien gentils, ils ont beau avoir de bonnes idées, mais si on comprend pas ce qu'ils disent, ça ne sert strictement à rien de les avoir dans notre équipe. Oh, j'aime ça. La thèse est osée, et comme toutes les thèses, parfaitement défendable. Nous allons donc, si vous le voulez bien, discuter de la musique par rapport au local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du non. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. En outre, cette différence fondamentale de fonctionnement a bien été étudiée par 3 chercheurs, Proto, Rusty-Ticini et Sofianos en 2019. Oui, j'ai eu besoin de 4 prises pour dire Rusty-Ticini d'un seul coup. Notamment, ils ont mis en évidence quelque chose de très intéressant, qui est que la plupart des individus ayant un très haut QI ont tendance à adopter spontanément des stratégies de coopération. Et donc, ils se sont basés bien évidemment sur le dilemme des prisonniers. Si vous ne savez pas ce que c'est que les dilemmes des prisonniers, vous allez regarder la vidéo sur l'utilitarisme et notamment les liens qui sont dans la description. Parce que les hauts QI, en général, une compréhension ou théorique ou intuitive du dilemme des prisonniers, ils ont en tout cas bien compris que les stratégies collaboratives permettaient de maximiser le bien-être individuel et que nous avions tous intérêt à coopérer et à coopérer durablement, histoire justement que chacun des membres d'un collectif puisse bénéficier au maximum des ressources du collectif. On peut considérer ce facteur comme explicatif du fait que dans les sociétés asiatiques notamment, il y a justement en général beaucoup plus de coopération que dans les autres sociétés en moyenne de par le monde. Les asiatiques étant dotés, là encore toujours, ce sont des moyennes de quotient intellectuel beaucoup plus élevés que la plupart des autres ethnies, mis à part peut-être les juifs ashkénazes. Dès son plus jeune âge, il recherche la compagnie des autres juifs. Et c'est pas toujours facile. Il renacle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr. C'est vrai, naguère encore, les juifs avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochu, et la bite à col roulé, hein. Mais maintenant, depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, on ne sait pas pourquoi, c'est pas évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un petit enfant juif d'un petit enfant antisémite. Certaines personnes considèrent qu'il y a énormément de juifs comme ça dans les milieux du journalisme, des médias, de la politique et dans tous les réseaux de pouvoir. Et donc après on part très vite dans l'hypothèse d'une espèce d'immense omerta juive. The difference is about 15 points between Ashkenazi and non-Ashkenazi Jews inside Israel. Jødene det er snakk om en bestemt gruppe jøder som kalles askenazi-jøder. Dette jøder av europeisk herkomst, og mange av dem berømte for sine vitenskapelige og kunstneriske prestasjoner. When you think of a famous person in Israel, they're almost in every single case Ashkenazi. The Ashkenazi Jews are about 2.5 to 3 times more likely to complete college than the other groups. I think every Israeli prime minister has been Ashkenazi. Blant kristne i Europa var det lenge forbudt å drive med bank- og finansvirksomhet. Dette ble derfor overlatt til jødene. During most of the Middle Ages, the Ashkenazi had what I would call white-collar jobs. Jobs that were not involving your hands or your back, for the most part. Bookwork, accounting. That meant sometimes money lending, it meant estate management, it meant trade, it meant being a merchant. But
something like 90% of them did jobs like that. And that wasn't true of anyone else in the world. There was no population in which virtually everybody was a white-collar worker, other than this one. Outre le fait que n'importe quel dominant, qu'il soit juif ou non, a tendance à s'accrocher au pouvoir, hein, c'est un peu le principe des hiérarchies de dominance, il me semble intéressant d'envisager le fait que peut-être s'il y a autant de juifs, c'est peut-être que justement le QI moyen des juifs est beaucoup plus élevé que le quotient intellectuel des autres ethnies, et qu'il est donc a priori normal qu'il y en ait énormément qui se retrouvent dans des positions de pouvoir, et ça n'est pas forcément usurpé en termes de compétences. Voilà, donc les personnes disposant d'un haut QI ont tendance spontanément à coopérer, et il suffit d'une personne que l'on met dans le système qui, une fois de temps en temps, soit prêt à trahir un petit peu pour essayer de tirer la couverture à lui, et cela va perturber totalement l'homéostasie du système et sa bonne marche. Et donc ces chercheurs ont étudié comment est-ce que ça se passait lorsqu'on introduisait comme ça, pas forcément quelqu'un qui trahissait systématiquement, mais un individu qui, une fois de temps en temps, se permettait de se la jouer solo dans un environnement fondamentalement collectif. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'il leur fallait à peu près 4 interactions, histoire de remettre le belligérant et l'individualiste, entre guillemets, dans le droit chemin de la coopération. Et que cela avait malgré tout un coût pour le collectif, puisque le temps que l'on passe à faire de la pédagogie avec des gens qui sont des individualistes forcenés, eh bien c'est un temps qu'on ne passe pas ensemble, à jouir du fait d'être ensemble et à créer des richesses et de la ressource les uns avec les autres. Ça, c'est typiquement le discours bien pensant des bobos de gauche. Moi, ça me dégoûte. Collaborer tant qu'il s'agit d'être dans le faire, de faire des tâches, à la limite ça se passe très très bien, mais dès qu'il s'agit de collaborer, lorsqu'il y a des frictions, lorsqu'il y a des différences de conception, des différences d'envie, des différences de croyances, et que ça demande justement une forme d'introspection pour aller voir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, de quoi j'ai peur, etc., etc. Et ben mon expérience, malheureusement, c'est que énormément de gens, dans ces moments-là, cessent brutalement de collaborer. Et donc, je ne suis pas vraiment certain que cette espèce de désirabilité sociale supposée du surdoué dépasse le stade de la simple image positive de soi-même, de « ah ouais, je suis un surdoué, etc. » Oui, d'accord. Mais dans les faits, lorsqu'il s'agit de se comporter réellement de façon intensément collaborative, je remarque qu'il y a une forte défection. De plus, le préjugé selon lequel les hauts QI sont plus malheureux que les autres donne en quelque sorte une explication facile à son malheur. Si je suis malheureux, c'est parce que j'ai un haut QI, et ça fait que j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres explications qui potentiellement pourraient être douloureuses et plus désagréables. Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore? Je dirais que c'est probablement une réponse compulsive à une crainte de m'attacher. Briser une relation plutôt que la cultiver pour ne pas se retrouver démuni face au bonheur. Oui, pour répondre à votre question, j'ai peur d'aimer. Et j'aimerais aussi inviter dans cette vidéo un site super fiable, hyper intéressant, non, psychologie.com. Ici, c'est un peu la même critique que j'avais fait qu'au pervers narcissique, c'est que les critères pour la surdouance sont tellement flous et tellement pas clairs que n'importe qui s'y retrouve dedans. L'avantage du test du QI, c'est que quelqu'un d'autre va vous faire passer et c'est très rigide en quelque sorte, c'est très clair. Vous répondez faux, vous répondez juste et il n'y a pas vraiment de place à l'interprétation. Alors que si vous allez sur des sites un peu pseudo-scientifiques, genre psychologie.com, les critères de la surdouance se retrouvent plus facilement dans l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, qui sont des choses beaucoup plus subjectives. Et pour finir, j'aimerais bien vous renvoyer à l'effet Barnum, qui est ce fameux biais cognitif selon lequel on a très souvent tendance à se reconnaître dans une description, à penser qu'une description parle de nous. Du coup, lorsque vous voyez une description de surdoué, qui est par votre effet Barnum vous semble vous appartenir, et en plus ça vous donne un truc qui est super valorisé socialement, ben c'est très clair que vous allez vous reconnaître dedans. Beaucoup de gens parlent de pensée en arborescence pour les surdoués. Aujourd'hui, c'est considéré comme un neuromythe parce qu'en fait, ça n'est pas une conséquence directe de la douance. C'est une conséquence indirecte de la douance, puisque la pensée en arborescence, on va dire, va être davantage liée à une préférence intuition MBTI, là où justement la préférence sensation va penser de manière beaucoup plus linéaire. Donc en fait, c'est une fausse corrélation, c'est une corrélation indirecte en quelque sorte. Une corrélation indirecte, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Si par exemple l'on considère que la discipline peut être corrélée avec la frustration, Bon sang, tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser, tu le sais, dis-moi, hein? Alors, hein? Mais tu veux ma mort, hein? Alors arrête ce stupide kung-fu, mais apprends une autre technique.
et que la maîtrise est corrélée à la discipline, eh bien faut-il en conclure que la maîtrise est nécessairement corrélée à la frustration? Je vous laisse seul juge. A noter d'ailleurs qu'en termes de MBTI, il existe une forte corrélation entre la préférence N-intuition et les hauts QI. Pour le MBTI, l'intuition justement, ça va consister simplement dans le fait de porter son attention sur les métastructures derrière les choses, d'essayer de deviner les patterns, d'essayer de deviner les schémas qui se cachent derrière les événements isolés, à contrario de la sensation qui va justement consister dans le fait de regarder d'abord les éléments factuels, concrets, et de s'en tenir strictement à l'observable, au quantifiable, au mesurable, au fait. Il est donc assez évident que des individus qui vont systématiquement extrapoler au-delà des faits pour essayer de créer un certain nombre de théories, justement, disposent en moyenne d'un QI plus élevé. Oui! Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! Alors attention, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne peut pas être surdoué en étant à dominante sensation MBTI, simplement vous êtes là un profil relativement atypique, puisque plus on monte dans les hauts QI, plus la dominante N devient statistiquement prépondérante. D'ailleurs, j'avais même trouvé un article sur psychologie.com qui disait que le QI n'est pas très important dans un diagnostic de surdouance, parce que oui, à ce moment-là, on parle du diagnostic, et que ça s'efface par rapport à d'autres critères dont je vous parlais avant. Eh bien, il y a un certain nombre de gens qui ne seront pas d'accord avec ça, notamment les partisans de ce qu'on appelle l'école de Londres. L'école de Londres qui considère justement que malgré toutes les critiques que l'on peut légitimement adresser au quotient intellectuel, eh bien celui-ci reste un très très bon indicateur possédant une forte valeur prédictive sur un certain nombre d'indices tels que le niveau de bonheur, le niveau de vie, le niveau de santé, l'espérance de vie, etc. Conformément à la théorie de Michael Woodley, il se pourrait bien que les individus disposant d'un plus bas QI soient beaucoup plus dépendants du facteur G, c'est-à-dire de l'intelligence fondamentale, que ceux disposant d'un plus haut QI. Il semblerait que les individus disposant d'un plus haut QI aient une plus grande facilité à externaliser leurs compétences cognitives, c'est-à-dire justement, par exemple, à utiliser des smartphones, des intelligences artificielles, à sous-traiter, etc. Et donc, soient beaucoup plus capables d'une forme de versatilité dans l'utilisation de leur intelligence, là où les quotients intellectuels plus modestes seraient beaucoup plus limités en termes de stratégie et donc moins adaptables dans l'absolu. We're developing a society because of all of these different toxins known to affect brain function. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. So everyone's sort of mediocre. That leaves them dependent on government because they can't excel. We have these people of lower IQ who are totally dependent. Then we have this mass of people who are going to believe anything they're told because they can't really think clearly. And very few people of very high IQ who have good cognitive function who can figure this all out. And that's what they want. So, you can kind of piece it together as to why they are so insistent in spending so many hundreds of millions of dollars of propaganda money to dumb down society. Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment. Ça ne va pas s'arrêter. Et on a intérêt à réfléchir à ce que nous allons faire avec ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il est aussi corrélé au fait de ne pas attraper le coronavirus. En gros, plus tu as un haut QI, plus tu fais attention et moins tu as de chances d'être contaminé. Mais voyons, Bhaskar, là tu vois une corrélation directe entre deux événements, alors que peut-être que c'est tout simplement expliqué par d'autres facteurs. Par exemple, imaginons que les personnes avec un haut QI ont peut-être un meilleur statut socio-économique que les autres. Ainsi, ils vivent dans des maisons plus grandes, avec plus d'espace, et ils ont moins de chances de se contaminer les uns avec les autres. Peut-être, hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que cela. En fait, il va falloir mettre un sacré paquet de nuances là-dedans. Non mais ça va être super chiant si on nuance tout. Les gens, ils veulent de la bataille, ils veulent du sang, ils veulent de la rage. Tu dis peut-être, mais les 2/3 de la variance du revenu national par habitant peuvent s'expliquer par les capacités cognitives des populations. Je sais. Les surdoués sont généralement plus heureux que les autres. Ah oui, tu crois? Oh, c'est une conséquence indirecte de leur statut économique. Une conséquence indirecte? Voilà vos arguments. Il a été montré que les surdoués sont aussi plus paresseux que les autres. Je vais te faire entendre raison, femme. Et c'est cette différence de statut qui les rend plus heureux. C'est ça une corrélation indirecte. Le
quotient intellectuel est corrélé à 0,75 avec la réussite économique. Selon Jenks en 72. Irvine et Lynn en 2006. JL, Roger, 1998. JD Maya, 1990. La place de l'intelligence émotionnelle est largement sous-estimée. Et Dana Joseph et Daniel Newman de l'Université de l'Illinois nous apprend que l'intelligence émotionnelle peut même être contre-productive sur certaines tâches. Renonce à tes idées, tu vois bien que tu es ici sur une chaîne de droite, et tu es cerné. Le quotient intellectuel permet de deviner jusqu'à un quart des performances d'un futur collaborateur. La science n'est pas une affaire de politique. Cesse de me couper, si encore tu t'étais appelé Corinne. Tu veux vraiment te battre? Laure, je vais déclencher contre toi ma plus terrible attaque, mon plus terrible argument. Écoute, je te propose qu'on reprenne le débat dans 15 jours. Pourquoi dans 15 jours? Parce que la partie visio-spatiale du QI varie chez les femmes selon le cycle menstruel. Et là, du coup, je comprends rien du tout à ce que tu fais. Wendy et moi trouvons cette conclusion sexiste. Eh bien, je suis navré, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bon, personnellement, j'ai fait mon coming out depuis bien longtemps, donc ce sera pas une surprise pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, mais qu'en est-il de toi alors? Est-ce que tu es une surdouée également? Moi-même, ayant fait passer des tests de QI, je connais toutes les réponses par cœur, du coup, je ne saurais jamais. C'est complètement inattendu! Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc comme d'habitude, pouce vers le haut si jamais elle vous a plu, partage sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on fait pour soutenir une chaîne YouTube qui nous plaît. Merci aux tipeurs de leur soutien indéflectible, et puis surtout, merci à toi Laure, tu reviens quand tu veux. Merci encore pour l'invitation, c'était un plaisir, et à tout bientôt. Si vous avez envie de continuer cette discussion, eh bien il reste l'espace commentaire, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, sur la page Hypnomachie de Facebook, et je mets les meilleurs billets de la page Hypnomachie de Facebook sur le site hypnomachie.com. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Salut Internet! Citez-moi les noms de mammifères. Attention, vous avez 60 secondes. Prêt? Allez-y. 60 secondes. Bon, je vais les classer par ordre alphabétique. Âne, babouin, caribou, dauphin, éléphant, fox terrier, gorille, hyène, impala, jaguar, kangourou, licorne, mammouth, nigo, oslo, panda, renard, souris, tigre, urus, vison, wapiti, yak, zèbre. Le wapiti est un cousin du cerf, l'impala un cousin de l'antilope. La licorne un animal mythique et le mammouth préhistorique, mais vous n'avez pas demandé de précision, hein, Bob? Bien. J'essaierai d'être un petit peu plus précis. Prêt pour la suivante? Envoyez. Répondez aussi vite que vous pourrez. Quel âge a une personne née en 1928? Homme ou femme? Pourquoi? De la précision, Bob. D'accord, bon, je reprends. Quel âge a un individu de sexe masculin né en 1928? Encore vivant? Un individu de sexe masculin, né en 1928, qui est toujours en vie. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Quel mois? Un individu de sexe masculin, né le 3 octobre 1928, qui est toujours en vie. Quel âge a-t-il aujourd'hui? À quelle heure? À 10h du soir. À 22h pile. Où ça? N'importe où. Voyons, soyez plus précis, Bob, parce que, attention, si le type est né en Californie le 3 octobre 1928 à 22h pile, il a 67 ans, 9 mois, 22 jours, 14 heures et 12 minutes. Et s'il est né à New York, il a 3 heures de plus.